Tout commence par une question. Dans cette salle de classe, les élèves découvrent qu'apprendre à philosopher, c'est apprendre à penser par soi-même, à chercher le sens au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, nous allons effectuer un voyage. Un voyage dans l'univers de la philosophie. Ça vous dit? Madame, ça risque d'être un voyage périlleux. Parce qu'en philosophie, on se perd facilement dans les idées. Peut-être. Mais parfois, se perdre est le meilleur moyen de découvrir quelque chose de nouveau. Moi, je dirais que c'est un voyage fascinant. Chaque idée qu'on découvre, c'est comme visiter un nouveau pays. Mais on peut dire qu'à chaque notion que nous explorons est une escale. Chaque philosophe que nous rencontrons est un compagnon de route. C'est un voyage énigmatique. On lit, on relit, on se perd, mais on ne sait pas là où le texte peut nous mener. Et puis, le voyage est long et l'on ne cesse de discuter sur les mêmes idées, encore et encore. Oui, c'est vrai. Le chemin peut sembler difficile et sans fin. Mais revenir sur une idée, la regarder sous un autre angle, c'est ce qui justifie la progression de la pensée. Oui, effectivement. Certains chemins sont brimés, mais c'est avec cette brume que chacun peut trouver son propre chemin. Et parfois, c'est un peu pénible quand on pense trop la tête chaude, comme moi. Effectivement, la réflexion peut fatiguer, mais cette fatigue, c'est celle de l'esprit qui travaille et qui grandit et pas celle du corps. Je suis vraiment comblée par vos échanges aussi intéressants que passionnants. Êtes-vous prêts à embarquer avec moi? Mais avant de transmettre cette manière de penser, il faut d'abord l'apprendre. C'est à l'université que le voyage philosophique prend racine. Par rapport à l'enseignement de la philosophie au département, donc on a un cursus licence, master, maintenant il y a le doctorat, mais qui n'est pas directement rattaché au département. Il y a des écoles doctorales, ETHOS, GIRSI, etc., etc. Et par rapport au cursus, on a de la première année à la licence des enseignements sur des auteurs, des enseignements sur des thèmes également qui sont un peu diversifiés. Donc il y a beaucoup de spécialités qu'on enseigne de la première année à la licence. Et maintenant, à partir du master, les étudiants qui étaient en tronc commun choisissent des spécialités. Ils se spécialisent dans un domaine, par exemple la philosophie moderne, ou la philosophie morale et politique, la philosophie ancienne, etc., etc. Et Master 1, ils ont un projet à écrire par rapport au sujet de leur choix et par rapport également où ils se sentent le plus investis. C'est comme ça que ça se fait en Master 2. Ils continuent le parcours. C'est vrai qu'en Master 2 également, il y a un tronc commun, mais c'est des spécialités. Donc il y a un enseignement commun qu'on donne par rapport à la rédaction des mémoires, par rapport à l'argumentation philosophique. Et maintenant, en dehors de cela, les étudiants se focalisent sur leurs différentes spécialités ou les différentes spécialisations qu'ils avaient choisies depuis le Master 1. Et à la fin du parcours, le parcours qui est sanctionné par un diplôme, le Master 2, l'étudiant soutient un mémoire qu'il défend devant ses professeurs. Et à l'issue de la soutenance, on lui délivre le diplôme de maître S philosophie. À la faculté des lettres, les étudiants plongent dans l'univers des idées. Ils y apprennent la rigueur de la pensée, le sens du dialogue et la force du questionnement. C'est ici que naît le désir de comprendre et parfois d'enseigner à leur tour. À la FASTEF, la philosophie prend une autre dimension, celle de la transmission. Ici, on apprend à transformer les concepts en outils pédagogiques, les idées en expériences vivantes. Et après l'obtention du master à la fac, cette nouvelle formation représente pour moi une belle opportunité pour consolider mes connaissances en philosophie. Et elle va aussi m'aider à comprendre comment mieux me tenir devant mes futurs élèves et à être une enseignante
vraiment compétente. L'étudiant que nous recevons au début de l'année, nous commençons d'abord par lui faire faire ce qu'on appelle une sorte de première rencontre qu'on appelle amphi de rentrée. Lors de l'amphi de rentrée, nous précisons à l'étudiant que normalement, il y a une mutation qu'il doit s'efforcer à opérer, une mutation de l'époque où il était étudiant à la faculté des lettres. Lorsqu'il intègre la FASTEF, alors il cesse d'être étudiant pour devenir désormais élève-professeur. Parce que le programme de l'étudiant à la faculté des lettres, c'était un programme d'histoire de la philosophie, parce qu'au département de philo de la fac des lettres, on enseigne des auteurs. Déjà en première année, je me souviens, on enseigne les auteurs comme Platon, Aristote, etc., les philosophes de l'Antiquité. Ensuite, progressivement, on enseigne les philosophes du Moyen-Âge, de l'époque contemporaine et les philosophes récents. Alors, mais à la FASTEF, il y a une mutation qui s'opère. La mutation, c'est que désormais, certes, les auteurs nous intéresseront, bien entendu, parce que l'étudiant doit avoir une culture philosophique, mais il s'agit ici de mobiliser cette culture philosophique pour étudier les notions. Alors, le programme de philosophie qui nous intéresse ici, c'est un programme de notions. C'est un programme de philosophie générale. Alors, nous apprenons ici à nos étudiants à prendre en charge les notions, à les définir, à les conceptualiser, à poser des problématiques concernant ces notions. C'est un sentiment de responsabilité et de fierté que j'éprouve d'avoir été admise à la FASTEF. En réalité, c'est le fruit d'un travail fourni, mais également le début d'un engagement envers l'éducation. Être admise à la FASTEF me permet de comprendre que je suis sur le point de réaliser la passion que j'ai toujours nourrie envers l'éducation, la formation donc de nos jeunes, pouvoir enfin être une actrice de la formation, donc pouvoir former les jeunes à penser par eux-mêmes à travers la philosophie, mais également être une source de motivation envers ces jeunes-là. Et dans les établissements, la philosophie poursuit son œuvre à travers ceux qui la portent et ceux qui la célèbrent. C'est le lieu de rappeler ici toute l'importance de cette discipline dans notre système éducatif. Comme chacun le sait, ce système est hérité de la France coloniale, bien entendu, mais qui a été retenu justement même après que les programmes ont été revus plutôt dans le sens d'une africanisation, simplement parce que on a pensé que c'était une excellente formule que d'enseigner la philosophie en terminale. Alors cette formule n'existe pas partout. Dans beaucoup de pays, la philosophie n'est pas enseignée au lycée. Et l'originalité de cette formule, c'est qu'elle permet aux élèves, une fois en terminale, d'avoir un retour respectif, un regard rétrospectif plutôt sur toutes les disciplines qui ont été enseignées, de sorte à avoir une certaine distance critique qui permet de s'interroger sur la nature de la connaissance et des savoirs en règle générale. Dans l'enseignement général sénégalais, la philosophie est une matière, une discipline qui est intégrée à partir de la terminale. Et les élèves viennent tout juste de découvrir la discipline, donc et cette nouveauté de la discipline crée en fait au niveau des élèves une certaine perception qui s'accompagne de peur, qui s'accompagne de crainte, laquelle peur et laquelle crainte aussi sont liées à la particularité de la philosophie. La philosophie, ce n'est pas une discipline parmi d'autres. C'est en fait cette discipline-là qui englobe toutes les autres disciplines. Et ça, je le dis en pensant en fait au sens, disons, ancien du terme de philosophie.
Donc, ce caractère englobant, ce caractère encyclopédique de la philosophie crée au niveau des élèves une certaine peur, une certaine crainte qui pourrait empêcher les élèves d'aborder la philosophie avec facilité. Mais ça ne devrait pas être un blocage. Certes, c'est une matière, disons, particulière. Certes, c'est une matière différente des autres qui a ses particularités, donc. Mais c'est quand même une matière que l'on peut apprendre à maîtriser, que l'on peut apprivoiser, entre guillemets, bien sûr, et donc accéder à son but final. Parce que l'enseignement de la philosophie a pour but d'installer, d'abord et avant toute chose, d'installer au niveau des élèves la capacité à penser par soi-même. Et donc, par l'installation de cet esprit critique au niveau de chaque élève, la philosophie arrive à réussir son but, arrive à réussir sa mission. Dans les lycées, la philosophie façonne les esprits. Les administrateurs témoignent, les élèves apprennent à débattre, à écouter, à juger par eux-mêmes. La philosophie nous met en face aussi de nos responsabilités. Dans un monde où nous voyons qu'il y a une poussée fulgurante du numérique. Et par rapport à cela, je tiendrai tout simplement à préciser que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, nous propose certes des opportunités, mais aussi il faut avant tout songer aux limites qu'elle pose dans un monde en profonde mutation. Donc, nous devons non seulement explorer toutes ces opportunités, mais aussi nous poser des questions, n'est-ce pas, très cruciales sur la responsabilité même de l'être humain face à son besoin de liberté en ce qui concerne le numérique, partant l'IA. Dans notre monde moderne où l'intelligence artificielle prend une place centrale dans notre vie, alors la question demeure fondamentale. Quelle est l'importance de la philosophie dans un monde en pleine mutation? Et qu'est-ce que la philosophie peut nous dire de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, nous avons commencé à rompre avec nos attitudes proprement humaines au profit de l'intelligence artificielle. Et si on raconte le scénario de la fin de l'humanité à cause de l'IA, on devrait y croire. Et cela pour plusieurs raisons. Regardons tout simplement autour de nous combien de fois avons-nous utilisé ChatGPT pour écrire des textes ou pour générer des images. Et plus on utilise ChatGPT pour écrire ou pour générer des images, plus on perd notre esprit créatif et plus on perd notre crédibilité réflexive. Alors, la philosophie demeure une boussole éthique pour l'homme de remettre en cause ses valeurs morales. Car l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de parler, de réfléchir, mais il n'est pas encore capable de philosopher. Donc s'il y a dans l'humanité une seule être capable de philosopher, c'est l'homme. Alors le besoin de philosopher dans un monde en pleine mutation devient important et s'avère plus nécessaire que jamais. Certains ont quitté les bancs de la philosophie pour d'autres horizons. Mais tous gardent en eux cette exigence, celle de penser, de comprendre, de douter. Si l'on part du principe que faire de la philosophie, c'est penser la vie, on peut présumer qu'il n'y a aucun domaine de l'activité humaine qui échappe à la philosophie. Cela ne veut pas dire que les philosophes connaissent tout, qu'ils comprennent tout, qu'ils ont la totalité du savoir. Mais il me semble qu'ils ont, en général, s'ils ont reçu la formation appropriée au département de philosophie, sur une certaine période, lorsqu'ils sortent, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils se trouvent, ils sont assez outillés pour s'adapter. Il y a lieu de reconnaître que ce n'est pas seulement avec la formation que nous avons reçue au département de philosophie que nous faisons notre travail, puisque nous avons reçu une autre formation professionnelle à l'ENA avec des matières en droit, en économie, en sciences politiques, en relations internationales, etc. Mais il y a toujours en arrière-fond notre background de philosophe qui nous permet de voir les choses d'une certaine manière. Et une des particularités peut-être de la
philosophie et des philosophes, c'est cet esprit critique assez aigu, esprit critique qui ne veut pas dire tout rejeter, mais qui consiste à interroger les choses, à voir un peu le bien fondé, à voir la pertinence ou la non-pertinence et éventuellement s'il y a possibilité de les améliorer. Donc, le philosophe a une approche particulière des questions auxquelles il est confronté dans la société et également dans son lieu de travail. Donc, nous sommes dans le domaine des relations internationales où nous nous occupons en général des relations entre États, ce qui demande une certaine capacité de lecture politique. Nous sommes dans un monde en mutation et les philosophes ont une certaine interprétation du monde, une certaine compréhension de ce qui se fait en ayant recours non seulement aux aptitudes et aux éléments reçus au moment de leur formation de philosophe, mais également aux autres compétences qui ont été glanées ça et là au cours des différentes formations auxquelles nous avons pu accéder. Dans tous les cas, de manière générale, le philosophe a un regard souvent assez aigu, assez particulier, assez incisif sur les questions auxquelles il est confronté. Et je dois dire que en arrière-fond, toujours dans mes activités, quoiqu'étant dans un secteur qui d'habitude n'est pas investi par les philosophes, il y a toujours ce regard du philosophe qui d'une certaine manière, oriente un peu nos activités. Et ce que je puis dire, c'est que la philosophie peut mener à tous les secteurs d'activité. C'est peut-être au Sénégal que les étudiants de philosophie, pour la grande majorité, se retrouvent dans l'enseignement, mais dans d'autres pays, on retrouve également des gens qui ont fait des études de philosophie dans des écoles supérieures de formation en technologie, dans des instituts d'ingénierat et dans d'autres secteurs de la vie, y compris dans des facultés de médecine ou autres, pour s'occuper des questions d'éthique ou des questions qui, d'une certaine manière, relèvent de la philosophie. C'est pour dire donc que, à partir de la formation de base de la philosophie, on peut bien entendu s'orienter vers des activités très différentes du moyen de l'enseignement, à condition de se préparer à ça. Par exemple, pour réussir le concours de l'ENA, pour bien le préparer, on ne demande pas seulement aux étudiants de philosophie de se limiter à leurs cours, à leurs enseignements traditionnels en philosophie, mais il faudrait peut-être les encourager à acquérir au moins les notions de base en droit, en économie, à suivre un peu l'actualité politique internationale, à savoir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, étant entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le regard du philosophe sur toutes ces activités-là peut être différent de celui des autres. Sont-ils devenus les anciens du département? Avec fierté, nous restons d'éternels apprenants, comme elle nous a toujours demandé, à savoir cette belle discipline, d'être toujours dans cette perpétuelle recherche du savoir. Je pense qu'être journaliste à l'ère du numérique exige bien plus que la maîtrise des outils technologiques. Cela requiert une capacité à analyser rapidement, à questionner les évidences, mais aussi à comprendre la complexité d'un monde saturé d'informations. Et je pense bien que sur ce terrain, la philosophie demeure un allié précieux, elle demeure fondamentale. Ancien étudiant en philosophie, je mesure chaque jour combien cette discipline est uniquement pratique professionnelle, mais aussi comment elle nous enseigne le questionnement, c'est-à-dire à ne pas s'arrêter aux apparences, bien évidemment, à ne pas limiter nos interrogations, mais toujours de vérifier nos sources. Et je pense que dans le jargon journalistique, c'est toujours intéressant de faire le recouvrement, de vérifier, mais aussi de ne pas se limiter. Comme vous le savez, nous sommes dans un milieu sensible où il y a beaucoup qui nous tendent l'oreille une fois informés ou bien une fois donné une information qui n'est pas vraie, à savoir les fake news ou bien les intox et autres, ça joue sur notre crédibilité. Donc, je pense que la philosophie, encore une fois, demeure un allié précieux dans la mesure où nous devons vraiment garder notre réputation professionnelle, mais aussi être dans cette quête du savoir. Et je pense que c'est ça l'essence. C'est beau de voir qu'on fait partie d'un grand mouvement ici au Sénégal qui réfléchit, discute et partage.